Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Falafel de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux plutôt complexe à résoudre. En effet, un peu d'astuces et de bonnes connaissances en vulnérabilité web seront requises pour y venir à bout. Comme d'habitude, nous allons démarrer notre analyse avec un petit scan de port. Ici, on retrouve le service SSH ainsi que le service web Apache. Nous allons donc ouvrir notre navigateur afin de voir ce que le port 80 nous réserve. Notez que nous allons également activer notre proxy burp afin de capturer les requêtes HTTP effectuées vers le site. Ceci nous sera utile plus tard. Dans le cas présent, le site est plutôt simple et semble offrir une fonctionnalité d'authentification. On notera notamment que celle-ci nous permet d'énumérer les utilisateurs valides. En effet, lorsqu'un utilisateur inexistant est utilisé pour l'authentification, le message d'erreur indique « Try again ». Cependant, lorsqu'un utilisateur valide est utilisé, le message indique « Wrong Identification ». Si l'on pousse un peu plus loin notre analyse manuelle, il est également possible d'accéder au fichier robots.txt. Celui-ci nous indique notamment que les extensions .txt ne doivent pas être accédées par les robots des moteurs de recherche. Maintenant, nous allons retourner sur notre terminal et exécuter l'outil GoBuster afin de faire une énumération des fichiers et répertoires. Ici, nous allons également ajouter l'option "-x txt afin de voir si des fichiers texte sont accessibles. Dans le cas présent, les résultats mentionnent un fichier nommé cyberlaw.txt. Si l'on retourne sur notre navigateur et que l'on consulte celui-ci, il est possible de voir que celui-ci s'apparente à un courriel. Le contenu est très intéressant car il offre beaucoup d'indices pour l'exploitation de la machine. En effet, il semble qu'un utilisateur nommé Chris est en mesure de se connecter à un compte à privilège sans mot de passe. De plus, celui-ci est capable d'exploiter une vulnérabilité de file upload afin de prendre le contrôle du serveur. Cependant, le message indique également qu'un système de filtrage semble être en place afin de limiter l'exploitation. Bien, commençons par le début. Pour la première phase, nous allons tenter de voir si une injection SQL se trouve dans la page d'authentification. Pour ce faire, nous allons aller dans notre interface burp et venir copier notre requête d'authentification dans un fichier texte. Cela peut être effectué via l'option Copy to File. Une fois l'opération effectuée, nous allons retourner sur notre terminal et faire usage de ce fichier avec SQLmap. Ici, il ne faut pas oublier de spécifier l'option string avec la valeur Wrong Identification. En effet, ceci permet d'indiquer à l'outil le résultat attendu lorsque la requête s'est correctement déroulée. Une fois l'exécution terminée, nous pouvons voir qu'un point d'injection a été identifié. Nous allons donc réexécuter notre commande avec l'option "-dbs afin d'obtenir les bases de données disponibles. Ici, deux bases de données sont présentes, mais nous allons nous intéresser à la seconde. Nous allons donc encore une fois modifier notre commande en spécifiant la base falafel suivie de l'option tables afin de récupérer les tables. Dans le cas présent, seule la table users est disponible. Nous allons donc pouvoir extraire son contenu via l'option "-dump de SQLmap. Après l'exécution, nous pouvons voir apparaître deux utilisateurs ainsi que le hash de leur mot de passe. Si l'on retourne sur notre navigateur et que l'on tente de casser ceci, il est possible d'obtenir le mot de passe de Chris, mais pas celui du compte admin. Cependant, le mot de passe de Chris est un indice. En effet, la valeur est juggling et il existe un comportement de PHP nommé type-juggling. C'est un peu compliqué à expliquer, mais nous allons faire au mieux. En effet, PHP utilise ce que l'on appelle le typage dynamique. Ceci permet de laisser l'interpréteur PHP effectuer l'opération de typage et déterminer à la volée le type d'une variable comme par exemple une chaîne de caractères, un nombre, un booléen, etc. Lorsque l'on compare un nombre et une chaîne de caractères en PHP, donc deux types différents, PHP se débrouille pour convertir les valeurs afin de fournir un résultat booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Cependant, ceci peut avoir des effets de bord particuliers et parfois dangereux. Par exemple, si une comparaison est faite entre un nombre et une chaîne de caractères contenant une valeur hexadécimale représentant ce nombre, PHP 5 va renvoyer vrai, tandis que PHP 7 va renvoyer faux.
Dans notre cas d'usage, le hash du mot de passe commence par 0E suivi de plusieurs chiffres, ce qui implique que PHP considère qu'il s'agit d'une notation scientifique d'un nombre à virgule flottante, et non une chaîne de caractères. Si la comparaison avec le mot de passe est loose, c'est-à-dire faite avec 2 symboles égales et non 3, il est possible d'utiliser ce que l'on appelle un magic number afin que la comparaison renvoie vrai. Ce comportement nous permettrait donc de nous authentifier en tant qu'admin sans connaître le mot de passe. Avec un peu de recherche, il est facile de trouver un magic number correspondant au hash du compte admin. Si l'on retourne sur notre page d'authentification et que l'on tente de se connecter avec notre magic number, nous devrions être en mesure d'accéder au site web. Une fois connectés, nous pouvons voir apparaître la fameuse fonctionnalité de téléversement d'images mentionnée dans le courriel. Celle-ci prend une URL afin de récupérer l'image. Ici, nous savons déjà qu'elle est vulnérable, nous allons donc tenter de l'exploiter. Dans un premier temps, nous allons téléverser une image aléatoire afin de capturer la requête avec notre proxy burp. Notez que nous allons faire usage du module HTTP Server de Python afin d'héberger celle-ci. Une fois nos préparatifs terminés, nous allons retourner sur notre navigateur et fournir l'URL de l'image hébergée sur notre machine. Une fois l'opération effectuée, nous allons venir analyser le résultat dans Burp. Ici, on peut voir que la fonctionnalité exécute la commande cd dans un répertoire, puis exécute la commande wget sur notre serveur web. Afin de tester la fonctionnalité plus en détail, nous allons envoyer notre requête dans la fonctionnalité repeater de Burp, puis retourner sur notre terminal afin de renommer l'image avec une extension .php. Par la suite, nous allons retourner sur Burp et rejouer la requête. Ici, il ne faut pas oublier de modifier l'extension avec .php. Cependant, si l'on réexécute la requête, le serveur génère une erreur indiquant que l'extension n'est pas supportée. Bien, afin de tenter de contourner le problème, nous allons avoir besoin de faire usage d'une petite astuce. Tout d'abord, nous allons retourner sur notre terminal et générer une chaîne de 240 caractères avec Python. Par la suite, nous allons renommer notre fichier image avec celle-ci. Après cela, nous allons retourner sur Burp et modifier notre requête avec ce nouveau nom de fichier. Si l'on rejoue une nouvelle fois la requête, la réponse indique que le nom de fichier est trop long. Cependant, en regardant l'erreur de plus près, la fonctionnalité d'upload semble essayer de raccourcir le nom de fichier, ce qui fait en sorte que l'extension de celui-ci disparaît. Ce comportement est très intéressant car il serait possible d'utiliser un nom de fichier particulièrement long suivi d'une double extension comme par exemple .php, .png. Si le serveur supprime automatiquement le .png, je vous laisse deviner ce que l'on serait capable de faire. Après quelques essais, la longueur de fichier doit être de 232 caractères, sans compter la double extension. Si l'on retourne sur Burp et que l'on teste notre preuve de concept, cette fois-ci c'est la bonne. En effet, la fonctionnalité de téléversement va raccourcir le nom de fichier et venir supprimer l'extension .png. Grâce à cela, notre fichier dispose maintenant de l'extension .php. Il ne nous reste plus qu'à faire en sorte que le fichier contienne du code malicieux. Pour ce faire, nous allons utiliser MSF Venom afin de générer un interpréteur en PHP. Notez que nous allons bien évidemment spécifier le nom de fichier découvert précédemment. Par la suite, nous allons démarrer MSF Console afin d'exécuter un handler sur notre machine. Ici, nous allons spécifier le payload utilisé précédemment et spécifier l'interface de notre VPN. Une fois notre handler exécuté, nous allons retourner dans Burp et rejouer notre requête une dernière fois. Une fois le fichier téléversé, nous allons venir récupérer la valeur du répertoire dans lequel la backdoor a été placée. Une fois l'opération effectuée, nous allons retourner sur notre navigateur et modifier l'URL avec le nom du répertoire suivi du nom de notre backdoor. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions obtenir un shell sur la machine. Malheureusement pour nous, l'utilisateur www-data n'est pas en mesure d'accéder au flag utilisateur. Cependant, si l'on inspecte les fichiers correspondant au site web, il est possible de voir un fichier nommé connection.php. Celui-ci contient les identifiants permettant de se connecter au service MySQL. Si l'on tente d'utiliser ces identifiants sur le service SSH, il est possible de se connecter à la machine en tant que Moshi et enfin obtenir le flag utilisateur.
Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, on penche du côté CTF. En effet, si l'on regarde les groupes de l'utilisateur Moshi, il est possible de constater que celui-ci fait partie du groupe vidéo. Ce type de privilège permet notamment un accès en lecture au périphérique vidéo de la machine. Afin de voir s'il est possible d'obtenir plus de détails sur l'approche à adopter afin d'élever nos privilèges, nous allons téléverser le script linpiece.sh sur la machine. Une fois les droits de celui-ci modifiés et le script exécuté, nous allons pouvoir analyser les résultats. Dans le cas présent, on peut constater que l'utilisateur Yossi est connecté à la machine via une session TTY. Via nos privilèges actuels, il est donc possible de capturer ce que l'utilisateur voit dans son shell. Pour ce faire, nous allons venir copier le contenu du framebuffer de la machine. Dans le contexte d'un système Linux, il s'agit du fichier FB0. Celui-ci fait référence au fichier de périphérique par défaut permettant d'accéder au framebuffer, une zone mémoire utilisée pour afficher des graphiques sur un moniteur. Une fois le fichier copié dans notre répertoire, nous allons également avoir besoin de la résolution de l'écran. Afin d'obtenir cette information, nous allons venir lire le contenu du fichier Virtual Size qui contient celle-ci. Une fois la résolution de l'écran obtenue, nous allons copier le fichier framebuffer sur notre machine locale et ouvrir celui-ci à l'aide de GIMP. Notez qu'il est nécessaire d'ouvrir celui-ci en tant que fichier RAW. Par la suite, nous allons spécifier la résolution du fichier à l'aide des informations précédemment obtenues et changer le format de pixels en RGB 565. Si tout s'est correctement déroulé, nous devrions voir apparaître ce qui s'apparente au mot de passe du compte Yossi. Si l'on tente de se connecter via SSH en tant que Yossi avec la valeur découverte, nous devrions obtenir un accès à la machine. Allez, une dernière escalade de privilèges et nous devrions obtenir le flag root tant attendu. Ici, c'est presque simple. En effet, en analysant les groupes de l'utilisateur Yossi, celui-ci dispose de disques. Ce type de privilège permet à l'utilisateur d'avoir un accès complet aux partitions montées dans /dev, ce qui implique que nous devrions être en mesure de lire le flag root. Pour ce faire, nous allons utiliser l'utilitaire debugfs afin de venir lire le contenu de la partition /dev/sda1. Une fois l'opération effectuée, nous devrions être en mesure de lire le contenu du flag root. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.